Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jules Simian, fondateur et CEO de la plateforme Extra Student et benjamin du classement Forbes 30 Under 30 en 2022. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Jules Simian, un jeune entrepreneur de 21 ans dont le parcours impressionne par sa précocité et sa vision stratégique. Élève curieux et ouvert sur le monde, il se distingue par sa détermination et son sens de l'innovation. À seulement 17 ans, pendant la pandémie du Covid, il lance Élèves solidaires dont l'objectif est de créer du lien social entre les étudiants isolés en partageant des ressources scolaires, des conseils d'orientation et en facilitant les échanges. Ce projet qui a rencontré un grand succès témoigne de son engagement à aider ses pairs à surmonter les défis de l'éducation à distance. Après avoir obtenu son bac, Jules s'envole pour Madrid afin de poursuivre ses études. Cependant, après 8 mois, il revient à Paris, convaincu qu'il peut aller plus loin dans sa démarche. C'est ainsi qu'il lance Extra Student, le premier réseau social d'entraide scolaire pour tous les lycéens et les étudiants. À travers son parcours, Jules incarne la volonté d'utiliser la technologie pour créer un impact social significatif. Sa capacité à transformer ses idées en actions concrètes fait de lui un modèle inspirant pour sa génération, prouvant avec passion et détermination qu'il est possible de faire la différence, et ce, dès le plus jeune âge. Bonjour Jules. Bonjour Luna, merci de me recevoir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, je parlais justement de cette fameuse initiative Élèves solidaires en introduction. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce réseau social pendant la pandémie? Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à l'âge de 17 ans de mettre en place ce premier réseau social? Déjà, c'était un projet beaucoup plus simple que celui qu'il n'est aujourd'hui. Donc, ce qui m'a poussé, c'était le moment. Le moment était assez grave. Moi, j'étais lycéen, j'avais un suivi scolaire. Enfin, j'avais pas de soucis vis-à-vis de ta scolarité. De ma scolarité. Donc, j'étais pas sujet au décrochage scolaire. Mais à ce moment-là, on se rend compte parce que c'est mis en avant par les médias, par plusieurs de nos proviseurs. Je me souviens qu'entre amis, on se parlait, on se disait ah ouais, c'est quand même dingue, il y a 10% des élèves en fait qui n'ont plus cours du tout, alors qu'on est en mars et qu'il reste 4 mois, et quand on est en terminale, c'est les 4 mois les plus importants de notre scolarité, parce que normalement on devait passer par la case bac. Bon, nous ça n'a pas été le cas, fort heureusement. Oui, parce que toi t'as passé le bac pendant la pandémie du Covid. J'ai eu ce qu'on appelle le bac Blanquer, donc c'est un bac en contrôle continu, on nous a envoyé une lettre et on a eu le bac. Mais donc je me suis dit ouais, il faut créer un site où en fait tout le monde partage ses contenus, et l'idée c'était de permettre à ceux qui n'avaient plus de suivi à ce moment-là et qui décrochaient d'avoir des ressources d'élèves qui avaient encore un suivi scolaire, et donc de pouvoir créer à ce moment-là une chaîne un peu de partage de ressources et de solidarité. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à justement essayer de lutter contre ce fameux décrochage scolaire? T'aurais pu suivre ta scolarité en disant voilà, moi j'arrive, je continue à maintenir le contact, je me gère avec mes fiches. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est intéressant. Déjà, comme tu l'as dit, j'étais plutôt curieux quand j'étais collégien, et surtout quand je suis arrivé au lycée. Et donc n'importe quelle occasion qui me permettait de sortir des rangs scolaires et de faire quelque chose d'autre en fait que ce que me demandait l'école, je la saisissais. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, et puis en plus le fait d'être en plein Covid, chez soi, de ne plus avoir à aller en cours, il est vrai qu'on avait quand même beaucoup moins d'heures de travail par jour. On devait avoir 4 ou 5 heures de travail. Alors que dans une année plus dans une année plus qui aurait dû être très dense puisque c'était son année de terminale. Ouais, exactement, on aurait dû avoir 8 heures de cours. Bref, et donc j'avais quand même quelques heures par jour à rien faire. Et vu que je suis pas trop un fan de jeux vidéo, enfin j'aime bien mais je suis pas un fan de jeux vidéo, au lieu de monter les grades sur les jeux qu'on connaît tous, je me suis amusé à monter quelques sites. J'avais commencé par un site de partage de livres. D'accord. Parce que pendant le Covid, je trouvais ça marrant. En gros, on puisse se filer les livres entre potes.
et savoir qui a tel bouquin, est-ce qu'on l'a mis dans la bibliothèque de Jean, ou est-ce que c'est Mohamed qui l'a. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment de créer un site de partage de livres et de pouvoir partager ces livres. Et puis à la suite de ça, ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas rencontré un franc succès. Je me suis dit, en fait, pareil, c'est pas venu d'une idée, c'est juste venu d'un moment où je me suis dit, c'est quand même dingue, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont vraiment dans une situation pourrie. Et c'est très facile en fait de répondre à ça, c'est-à-dire que je crée un blog. D'accord, ça moi commence par un j'avais blog, jamais ouais. codé, mais donc je me suis dit ok, je crée un blog sur un site de no code, donc du Wix, du WordPress. On est quand même chez OnePoint, on peut parler de Oui, tu peux. de notions comme celle-ci. Et puis voilà, on va créer une chaîne de solidarité en communiquant sur Instagram, en communiquant sur TikTok. C'était l'avènement à ce moment-là de TikTok, donc Oui. les algorithmes étaient en train de péter. Et au-delà de ça, comme les gens n'avaient pas de vie, c'est-à-dire que quand on est en plein Covid, on n'a pas de vie sociale, on n'a rien à montrer sur les réseaux, n'importe quelle initiative qui passait, les gens s'amusaient à la relayer. Il y avait vraiment un côté très partage qui était assez criant pendant cette période-là. Les gens étaient vraiment super investis sur cette thématique-là. On se rappelle de toutes les initiatives qui avaient pour objectif d'aider les soignants, d'aider les personnes âgées. On a tous vu ces assos-là passer dans notre fil à ce moment-là. Donc moi, quand j'ai créé Les Solidaires, les gens se sont dit ok, c'est l'initiative du moment pour les élèves, on partage, c'est notre bonne action. Donc en quelques jours, tout le monde avait partagé, tout le monde, en tout cas les proches des proches des proches. Donc on a atteint quand même des cercles très 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 lointains, ce qui a fait qu'on avait déjà plusieurs milliers de personnes sur le site au bout de quelques jours. Et que c'était du jamais vu, mais il y avait 30 à 40% des gens qui venaient sur le site qui partageaient un contenu. Donc c'est énorme, parce qu'aujourd'hui sur un réseau classique, les contributeurs, les créateurs de contenu, Ils sont pas très nombreux. ils représentent 2%, voire 3%. On est plutôt là de pour chaque consommer plateforme, plus que pour exactement. Donc voilà d'où c'est proposer. parti. Et donc là tu passes ton bac, il faut que tu fasses tes études supérieures, donc tu décides de partir à Madrid. Exact. Et qu'est-ce qui se passe à Madrid? Je décide de partir à Madrid parce que l'école dans laquelle je devais aller à Madrid est une école centrée sur l'entrepreneuriat, qu'elle m'offre une bourse vis-à-vis du projet que j'ai monté. Donc je trouve que l'équation est plutôt bonne. Je pars à Madrid, mais à ce moment-là, je me mets dans un rythme qui n'était pas du tout un rythme étudiant, parce que moi j'avais vraiment envie de travailler sur mon projet, de continuer à le développer pour voir ce que ça pouvait donner. Vient le deuxième confinement, donc une période dans laquelle les étudiants, parce que pendant le premier confinement, je me suis retrouvé avec une audience qui était très lycéenne, voire d'ailleurs souvent collégienne. D'accord. Mais surtout lycéenne, pas du tout étudiante. Et au moment du deuxième confinement, je me suis retrouvé avec une base d'utilisateurs qui était là pour le coup étudiante. D'accord. Parce que la crise touchait plus les étudiants, parce que ceux qui étaient enfermés chez eux, c'était des étudiants seuls dans un petit espace. Et à ce moment-là, il y avait une crise assez forte, psychologique, chez cette population-là. Et donc les gens avaient besoin de discuter dans des safe places dans lesquels il n'y avait que des gens comme eux, ou que des gens de leur âge susceptibles de leur répondre et de les aider dans leur processus, dans leur moment. Et donc on est un peu devenu le site de partage de conseils, de partage de témoignages relatifs à cet épisode-là du Covid. Ouais. Et donc c'est devenu vraiment un endroit assez sain dans lequel les étudiants avaient confiance, Donc, dans lequel les étudiants avaient confiance. Donc on s'est rendu compte, avec cette nouvelle période, je me suis rendu compte, parce qu'à l'époque j'étais seul sur le projet, qu'en plus de l'intérêt pour un site de partage de contenu, il y avait un intérêt pour un site dans lequel on allait pouvoir trouver un forum et parler entre pairs. Ok. Alors à ce moment-là, c'était des sujets psycho, mais je me suis dit qu'à l'avenir, ça pouvait être des sujets d'aide scolaire, ça pouvait être des sujets d'aide à l'orientation. Bien sûr. Et donc il y avait un potentiel vis-à-vis de ça. Et donc durant cette première année, j'ai travaillé un outil qui, pour le coup, allait on allait devoir pivoter d'un site web à une app. Et quelques mois après, on a sorti l'app. D'accord, donc tu arrêtes tes études et donc tu te concentres que sur ton projet, et là c'est la naissance d'Extra Student. J'ai essayé de rester, j'ai essayé de trouver un accord pour pouvoir venir à Paris, travailler à Paris, travailler à distance sur mes cours. Et alors ça n'avait pas été possible? Mais ça n'a pas fonctionné. Mais je suis parti en très bon terme avec l'école. Ils m'ont même invité à la cérémonie de diplôme de ma promotion. Ah, c'est sympa. J'ai même remis un diplôme à l'époque.
Donc ouais, donc c'est la naissance d'Extra Student. Est-ce que tu peux justement nous expliquer en quoi ça diffère avec Élèves solidaires et quel tournant tu prends aussi avec cette appli, puisque tu passes en effet d'un site web à une appli, ce que tu viens de nous expliquer. Hein. Ouais, exactement. En fait, donc je reviens à Paris. Là, j'ai plus d'études. J'ai pas d'argent parce que je gagne pas d'argent. Tu retournes chez papa-maman. Je retourne chez mes parents, donc voilà, c'est un moment super sympathique. Non, c'est sympathique de retrouver ses parents quand on les a quittés pendant quelques mois. Mais voilà. Et je me dis quand même qu'il serait temps que je m'émancipe et que le projet prenne vraiment de l'ampleur. Donc je travaille sur une version, pas une VD, mais une première V1, une bonne V1 D'accord. de ce que j'imagine pour mon projet. Donc c'est à ce moment-là que je fais le pivot un peu de philosophie de projet. Donc on change de nom aussi, donc on passe d'Élèves solidaires à Extra Student. Et je décide de lancer une application. Pour ça, il me faut de l'argent, parce que vraiment, une application, ça coûte cher. Oui. Et lorsqu'on n'a pas un ami développeur ou un CTO ou déjà intégré, enfin voilà, ça coûte trop cher à développer. Donc je me dis qu'il faut que je trouve de l'argent, et grâce aux quelques médiatisations que j'avais eues pendant le Covid, Ça t'a permis de faire quelques d'avoir personnes que quelques j'avais réseaux, rencontrées. Bon, j'avais aussi un petit LinkedIn à ce moment-là qui avait commencé à se développer. J'ai contacté quelques personnes qui m'avaient signalé tout l'intérêt qui être portait à ton investisseur, projet. Ouais. mais qui avaient voilà, un intérêt. Et je leur ai dit, voilà, moi je cherche à lever, c'est un grand mot parce que la somme n'était pas non plus immense, mais je cherche 50 000 euros pour mon projet. Il me faut absolument cette somme-là, sinon je pourrais pas lancer mon application, mon projet va mourir et je vais devoir retourner en cours. Et donc j'ai trouvé une personne qui m'a reçu à son bureau à ce moment-là et qui m'a écouté parler pendant 1 heure. Et moi à ce moment-là je pensais que c'était parce que le projet devait être très intéressant et ambitieux, mais probablement que c'était juste parce que il a dû se dire il a l'air passionné, Bah oui, si je peux l'aider, voyons ce qu'il... Oui, parce que t'es tout jeune, tu le rencontres, t'as quoi? T'as 19 ans, 20 ans? Ouais, j'ai 18 ans. Ouais, t'es encore plus jeune, ouais. Donc Ouais. il a dû voir un jeune homme passionné, Voilà, et c'est d'un ça. coup, C'est ça, je suis ça a venu dû avec le un- rappeler sa Je suis jeunesse. venu avec un deck, un business plan, alors que je venais chercher 50 000 euros. C'est pas besoin de montrer autant de data. Mais voilà, il a dû apprécier ma démarche et mon énergie. Et donc, à la fin de notre réunion, il m'a dit, écoute, demain, tu auras les 50 000 euros sur ton compte. C'est génial. En Comme quoi revanche- c'est possible, tu vois. Voilà, Il faut un peu de culot. Exactement, il faut un peu de culot. Et en revanche, il m'a dit, si dans 6 mois, t'arrêtes, c'est dommage, quoi. Si je fais ça, c'est vraiment que J'y crois et que je j'espère que tu veux vas que tu me continuer. montres un ouais. peu de... essaie d'aller au bout de ton truc, quoi. N'arrête pas dès la première embûche. Et c'était mal me connaître que de me dire ça. Non, bien évidemment que j'allais pas agir de cette façon-là. Donc tu Mais, pars avec ce franchement, petit pactole en poche. Voilà, mais c'est quand même un gros moment parce que c'est la première fois que quelqu'un me va fait au-delà confiance. juste de me féliciter sur un post LinkedIn ou je ne sais quoi. C'est la première fois que quelqu'un vraiment fait un pas en avant très concret, qui croit en mon projet, quoi, quasiment plus que ce que mes parents pouvaient faire à l'époque. Et donc ça m'a mis quand même un petit coup de pression en me disant, là en fait je suis plus seul sur le projet, c'est-à-dire que quand je me lève aussi pour la personne qui a investi sur moi. Je dois des comptes en quelque sorte à cette personne-là. Je lui dois d'être franc et d'être sincère et transparent sur ce qui se passe et sur ce qu'on fait. Et donc je ne me lève plus que pour moi-même. Et donc c'était un moment intéressant parce que très tôt je me suis rendu compte que voilà, j'étais Et donc ça t'a mis une pression en se disant, bon là, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout et que je réussisse mon projet. exactement. Après aller jusqu'au bout, C'était une évidence de toute façon. Oui, évidemment. Mais il faut en tout cas que je creuse et que j'aille jusqu'au bout de tout ce que j'imagine dans ce projet pour ne pas déjà me décevoir et décevoir cette personne-là. Donc c'est vraiment le premier moment où je me rends compte que tout devient bien plus sérieux que ça ne l'était à l'époque. Oui, ça se concrétise. Ouais. Et donc il y a cette aide financière qui te permet donc de mettre en place l'appli. Et finalement, est-ce qu'elle rencontre son franc succès? Comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs? Et est-ce que qu'est-ce que tu as développé? Quand on y va, quand on est lycéen ou étudiant, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ouais. Donc 3-4 mois après ce moment-là, on sort l'application. On la sort au moment du bac. Gros succès pendant le bac.
Parce que voilà, outil de partage de contenu scolaire pendant le bac, il y a beaucoup de fiches de français, beaucoup de fiches de philo, donc on a beaucoup de première et de terminale qui viennent prendre leurs fiches, qui viennent participer à ça. Et sur les quasiment 5 à 6 prochains mois, on a une courbe d'acquisition qui est assez énorme, alors qu'on n'investit pas 1 euro en marketing, donc on est sur une stratégie complètement organique. À ce moment-là, j'ai un ami qui me rejoint, qui avait fondé un média par le passé, donc qui connaissait les quelques mécaniques de contenu pour rendre des contenus viraux et booster un peu une croissance organique. Et donc au bout de 5-6 mois, on atteint quasiment les 100 000 utilisateurs. C'est énorme. Ouais, en fait, on sort l'application en juin 2022 et en décembre, on est quasiment à 100 000, on doit être à 95 000, comme ça. Et donc là, je me dis, ok, première preuve de concept, là on tient quelque chose d'intéressant. Mais je vais vite arriver à mes fins financièrement. Avec 30 000 euros, on fait pas une app first class, on fait une app qui permet de montrer un projet et d'accueillir quelques personnes, mais c'est vite limité, on reste en sur fait, quelque chose de très limité. Et donc je me dis que c'est dommage si je m'arrête là et si j'essaie de la pousser avec un outil qui est quand même assez moyen. Parce que surtout sur une audience qui est de 16-22 ans, on est sur une population qui est extrêmement nomade digitalement. Donc dès qu'un outil fonctionne mal ou fonctionne moins bien qu'un autre, ils partent. Et donc j'allais prendre un risque trop gros. Et donc je me décide à aller lever encore plus d'argent. Et là, je fais mon business plan et il se trouve qu'en fait, il me faut quasiment 1 million d'euros en equity. Mais il faut savoir que je connais aucun investisseur, je ne sais pas lever de l'argent. 1 million d'euros, c'est énorme. Je ne sais pas lire un bilan à ce moment-là. Je ne suis pas un professionnel de la levée de fonds ou de quoi que ce soit. Donc je commence à essayer de me former. Je regarde quelques vidéos. Je rencontre un maximum de personnes à ce moment-là pour expliquer que je vais m'apprêter à lever de l'argent. J'avais de la chance. Je connaissais quand même pas mal d'entrepreneurs parce que en un an de jeunes startups, on rencontre un paquet de gens. C'est une communauté qui est d'ailleurs très aidante et très soudée. Et donc je me forme un peu grâce à ça. Et 3 mois après, je me retrouve à voir, entre 4 à 6 personnes par jour. C'était épuisant, ça dure 3 mois. Ouais, ça dure 2 mois. Pour leur présenter ce projet de levée de fonds. Et essayer de continuer cette aventure-là. Et pour le coup, me donnant les meilleures chances pour la suite. J'ai réussi à faire cette levée de fonds. Donc c'était une période extrêmement intense, mais j'ai jamais vécu ça. On rentre chez soi, on est vraiment fatigué comme j'ai jamais été fatigué. Je me rappelle en plus qu'à l'époque je vivais chez ma mère encore et elle pensait que j'allais pas le faire, quoi. Parce que quand on arrive à table le soir avec ses frères, sa famille, et qu'un gamin de 19 ans dit écoutez, là je m'apprête à lever 1 million d'euros, tout le monde te regarde en m'avait dit rire. écoute, tu reviendras nous voir quand tu auras levé l'argent, on aura probablement tous un job d'ici là et des enfants. Mais voilà, et donc j'ai vraiment fait ça dans mon coin, et puis au bout de 2 mois je suis arrivé, vraiment j'ai jamais été autant fatigué de ma vie, donc j'ai perdu du poids, j'avais c'était vraiment une période très fatigante. Oui, t'as donné vraiment toute ta personne, j'ai donné quoi. toute ma personne. Parce qu'en fait c'était vraiment une question de vie ou de mort pour moi. Je présente le projet de ma vie, et si les gens n'y croyaient pas, j'allais devoir arrêter au bout de quelques mois. D'accord. Donc pour toi c'était aussi la continuité qui jouait à ce moment-là. C'était tout. Puis après, pareil, c'est pareil qu'au moment où je suis allé chercher mes premiers 50 000 euros, je vais devoir reprendre un cycle d'études, donc j'avais perdu 1 an. Enfin voilà, c'était toute une continuité derrière qui est assez compliquée à gérer si tout ça s'arrêtait. Et finalement, au bout de 2 mois, j'arrive à lever cet argent, donc très content. Et puis là, ça fait 1 an et demi, quasiment 2, qu'on a levé cet argent-là. En gros, notre positionnement, c'est qu'on est un réseau social de lycéens surtout et d'étudiants qui leur permet de partager du contenu scolaire, de discuter entre eux sur des thématiques scolaires et des thématiques d'orientation, et de visiter des campus d'écoles via le digital, et de rencontrer des écoles pour leur permettre d'aborder les études supérieures avec le maximum d'informations et une information surtout neutre et clair sur ce qu'ils vont trouver une fois qu'ils seront dans une école. Et aujourd'hui, c'est combien d'utilisateurs ? Un peu plus de 300 000. C'est énorme. Ouais, on a un peu plus de 40 écoles partenaires. On a commencé en janvier à intégrer les écoles. On a intégré 350 écoles. Donc elles ne sont pas toutes partenaires.
On a 350 vitrines sur l'application. On est disponible sur les stores, donc Android et Apple, mais on a aussi un site web. Donc voilà, oui, c'est hyper complet. On est une dizaine. Ouais, donc là, aujourd'hui, c'est 10 collaborateurs qui travaillent sur on génère l'appli. déjà du revenu. L'année dernière, on faisait quelques dizaines de milliers. Cette année, on fera quelques centaines de milliers. Enfin, ouais, c'est pas mal. C'est impressionnant. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, justement, tu parles beaucoup des nouvelles technologies. Certaines craignent que l'IA remplace justement les enseignants. C'est quoi ta vision justement sur l'intégration de l'IA dans l'éducation? Pour toi, j'imagine que vu l'appli et tout ce que ça doit générer en termes d'IA, je pense que pour toi, c'est tout à fait naturel. C'est une... Bah clairement, il y a pas mal d'applis de e-learning qui commencent à vraiment se lancer sur cette verticale d'apprentissage avec des flashcards qui sont faites grâce à de l'IA, avec des quiz pareil faits grâce à de l'IA. En fait, on reste dans la même veine de ce qui existait avant, mais on met un peu plus d'IA pour que ce soit un peu plus rapide et que les contenus qu'on nous propose algorithmiquement des contenus qui correspondent plus à ce qu'on cherche. Mais c'est sûr que de toute façon, dans l'éducation, on vit une grande transformation. Aujourd'hui, le diplôme, oui, il y en a certains qui continuent à travailler avec une feuille et un papier. Moi, par exemple. Non, mais à l'école, moi aussi, j'ai un carnet. Je prends des notes. Moi aussi, j'aime bien les notes. C'est pas très écolo, mais... Non, mais c'est vrai que il y a quand même peu d'étudiants qui travaillent de cette façon-là, et donc aujourd'hui, la majorité des étudiants, leur diplôme, ils peuvent remercier aussi en grande partie des ChatGPT ou d'autres qui font un boulot qu'impactant, quoi. Donc oui, c'est un gros sujet. Nous, pour l'instant, vu qu'on est un réseau social, oui, pour le moment, on n'a pas cette problématique. Juste, ça nous permet de proposer des contenus qui correspondent plus aux aspirations de nos utilisateurs. Ça nous permet aussi d'avoir des pages plus complètes pour nos écoles, parce que lorsqu'on insère une brique, tu vois, dans une recherche, une formation ou je ne sais quoi, ça va nous chercher beaucoup de data. Ça nous permet donc d'intégrer tout ça plus rapidement. Mais c'est pas notre sujet 1. Nous, vraiment, on reste un réseau communautaire, donc ce qui importe, c'est la communauté, c'est l'activité de la communauté sur le réseau, et c'est l'intégration des écoles pour demain devenir un géant conseil d'orientation. Donc c'est un gros défi, mais ça l'est moins pour nous. Justement, tu parlais d'orientation, et pour toi, c'est quoi le principal enjeu pour améliorer justement l'accès à l'orientation, à l'enseignement supérieur, pour que tout le monde puisse bénéficier des mêmes égalités des chances, en ayant la même information et en pouvant se dire que le champ des possibles est immense. C'est quelque chose qui t'anime, j'imagine. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme de 17 ans, 18 ans, se dit que l'orientation, c'est un enjeu essentiel, tu vois? Déjà parce que moi, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, donc je sais que l'orientation, c'est un gros défi. Je pensais que je voulais faire de la finance en terminale. Finalement, si j'avais fait de la finance, je pense que j'aurais pas été heureux. Mais j'ai découvert que j'aimais faire ce que je fais parce que, moment du Covid, tout ça m'est tombé dessus. Mais ça arrive à très peu de gens, en fait, d'être dans l'obligation de se sentir obligé de monter quelque chose. Ouais, tu l'as vécu comme une obligation, comme un devoir. Comme un devoir, quoi, parce que quand on a une idée, on se dit qu'on est peut-être le seul à l'avoir eu, alors que souvent non. Beaucoup l'ont eu avant nous, mais peu l'ont mis en application. Et donc ouais, je l'ai un peu senti comme ça. Mais voilà. Et un jeune sur 4 aujourd'hui se réoriente, c'est un gros souci, c'est vrai. La malorientation. Et je me suis aussi dit que d'un point de vue développement, demain, le learning va se faire grâce à l'IA. Donc si on reste un réseau de partage de fiches, on va vite être limité. Et puis je me suis toujours dit que ce serait juste génial quand on habite en province, dans une banlieue, qu'on a des problèmes de déplacement, que ce soit financier ou physique, que ce serait un outil génial que de pouvoir consulter des pages d'école, visiter des campus virtuellement à partir de son outil, de son iPhone ou de son ordinateur. Et donc voilà, c'est un peu venu de là. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Ça a été très long d'essayer de convaincre les écoles
de se mettre sur un outil sur lequel non seulement elles vont pouvoir se rendre visibles auprès de centaines de milliers de lycéens, mais surtout elles vont pouvoir échanger avec eux. Ça, c'est ce qui diffère des offres qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des offres où, voilà, visibilité, c'est très intéressant, mais visibilité, faut pour aller sur cette page-là et donc prouver sa visibilité, il faut quand même connaître le nom de l'école. Nous, aujourd'hui... Oui. Nous, aujourd'hui, il faut connaître le nom de l'école, c'est sûr. Pour Il cliquer faut savoir sur la page, par où tu vas chercher. Nous, aujourd'hui, quand on a un lycéen qui pose des questions sur les écoles de commerce, sur les études de commerce, qui demande de l'aide, il va pouvoir obtenir une réponse d'un étudiant, de plusieurs écoles d'étudiants de plusieurs écoles de commerce, mais aussi de l'école elle-même, qui va venir avec son compte certifié, dire voilà, moi je suis l'IPAC, ou je suis SCP, ou je suis Voilà Kedge. ce qu'on propose en termes de formation, les débouchés. J'ai vu que tu habitais à Nantes, il se trouve qu'on a un campus près de Nantes, mais on a aussi des campus à Paris et à Bordeaux. Ça, c'est du jamais vu en fait. Non, et pourquoi une autre des raisons d'où est venu cet intérêt pour cette trajectoire d'orientation, c'est que quand je rencontrais des lycéens et des étudiants pendant ces 3 dernières années, quand je me déplaçais en lycée ou en université, les élèves me disaient moi je sais pas quelle école faire, et surtout j'arrive pas à parler à une école. Lorsque j'ai un intérêt pour une école, j'arrive pas à trouver un interlocuteur. Un interlocuteur, pareil pour les étudiants, ils vont souvent dire mais moi en fait je voulais faire cette école là, mais je savais pas à qui parler, j'étais pas vraiment convaincu, j'étais pas sûr à ce moment-là, il fallait qu'on puisse me rassurer, et donc j'ai pas trouvé l'interlocuteur, donc je suis allé là. Et les écoles, quand vous parlez avec elles vont vous dire moi je trouve pas mes élèves, mes futurs étudiants. Je dis il y a un problème, c'est-à-dire que donc là il fallait créer une espèce de passerelle. Ils se cherchent tous, mais personne se trouve, donc il fallait trouver une passerelle. Et c'est vrai que le fait d'être sur un réseau social, c'est quand même une bonne alternative, parce qu'il y a de l'échange. Derrière, ça dirige vers une visite avec une page pour une école qui est très détaillée, avec le détail, de chaque formation, des vidéos sur le campus, des visites virtuelles. Et donc ça permet vraiment d'avoir des éléments concrets sur son avenir supérieur. Donc tout ça est venu de là, oui. Et alors, ça c'est mon côté un peu engagé sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Il y a une attention particulière justement à l'égard des jeunes filles sur leur orientation. Alors, c'est peut-être beaucoup te demander. Déjà, c'est très bien que les lycéens puissent avoir accès à toutes ces informations. Mais est-ce que c'est un sujet sur lequel tu es attentif ou pas du tout? Tu as le droit de me dire, non, pour nous c'est pareil pour tout le monde, et c'est tout à fait entendable. Hein. Alors, c'est drôle parce que j'avoue que forcément quand on développe un projet, on pense pas à tout ce qu'il y a ensuite, quoi. Tout ce qu'on doit mettre en œuvre ensuite. Donc au début, j'avais pas pensé à tout ça, pour être très honnête. Oui, parce que par exemple, on a peu de jeunes femmes dans les matières scientifiques. Exactement, et j'y viens. Au début, mon défi, c'était juste de réussir à convaincre des écoles de venir sur notre outil, ce qui était très compliqué déjà. Et c'est énorme ce que tu viens de faire comme travail. Mais une fois que je me suis rendu compte qu'en fait, en effet, sur notre réseau, on a plus d'hommes qui parlent de sciences, qui parlent de trajectoire et de parcours scientifique, et qu'il y a des écoles qui recherchent des filles, et qu'en même temps, la transition énergétique, c'est sympa. On a vécu la période militante. Ils ont bloqué des autoroutes, ils sont allés manifester devant des méga-bassines. Et maintenant, en fait, il faut plus de militants, il faut des ingénieurs. Oui, en fait, la transition ne se fera pas avec des gens qui manifestent, la transition se fera avec des ingénieurs qui vont se former. Donc ceux qui veulent vraiment transformer le monde, on peut s'adresser à eux maintenant, formez-vous à devenir ingénieur, parce que les gens ont besoin de vous, la planète en tout cas a besoin de vous en tant qu'ingénieur. Et donc j'ai parlé avec beaucoup d'écoles de ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait en effet un vrai défi, et c'est drôle que j'en parle parce que du coup je peux pas l'annoncer officiellement parce que c'est pas encore complètement terminé, mais l'année prochaine j'organise un gros salon avec un média très très connu. Sur ces domaines-là, justement d'orientation. Dédié aux jeunes femmes ? Dédié aux sciences, mais dans lequel on va mettre en avant des parcours de femmes, des parcours de jeunes filles dans les métiers et dans les filières de la science. Donc c'est un gros défi, et pour le coup,
Alors, c'est bien, pourquoi... tu es déjà sensibilisé, c'est oui, super. mais bon, parce qu'on n'en a jamais parlé, mais c'est vrai qu'aussi à côté de notre démarche digitale, on développe une verticale physique avec des salons physiques d'orientation. D'accord. On en a un premier à la fin de l'année sur les études de commerce et de management, où on réunit en gros la Ligue 1 des écoles de commerce et de management au Carreau du Temple pendant 2 jours. Donc voilà, et l'année prochaine, on va s'attaquer cette fois aux écoles de sciences. Et donc on aura une grosse verticale, les sciences chez les filles, à quel point c'est important, et on espère avoir un maximum de filles qui viendront au salon. Ça aura lieu dans plusieurs villes hors Paris, qui vont s'intéresser à ces filières-là et qui vont intégrer demain ces écoles-là. On n'hésitera pas à relayer l'information. Ah bah c'est gentil avec plaisir. Et pour toi aujourd'hui, c'est quoi l'avenir justement d'Extra Student ? Parce que là, donc il y a les fameux salons dont tu parlais. J'imagine que c'est aussi une façon d'aller chercher les gens en présentiel et en physique. Est-ce que c'est une façon de te dire le réseau social, ça a aussi ses limites. À un moment, il faut quand même pouvoir se voir en vrai. Bah moi, je veux juste pas me limiter en termes d'idées, en termes de propositions. Aujourd'hui, les salons physiques, on peut dire ce qu'on veut, hein. Mais les salons physiques, oui, ils ont vécu une période très compliquée pendant le Covid, mais post-Covid, c'est revenu comme pré-Covid. Ouais. Les gens ont besoin de se voir en vrai, les gens ont besoin de rencontrer des responsables d'admission en vrai, les gens ont besoin de rencontrer des étudiants en vrai. Et donc, cette verticale des salons, elle est super importante pour une start-up et demain une entreprise qui se dit entreprise d'orientation et d'aide scolaire. Moi, je ne peux pas demain prétendre avoir la meilleure offre pour les élèves vis-à-vis de l'orientation, pareil pour les écoles, si je n'ai pas à la fois une démarche digitale et une démarche physique. Bien sûr. Donc c'est la raison pour laquelle on lance ce premier salon en décembre, c'est la raison pour laquelle on aura plusieurs salons l'année prochaine. Donc mon idée, c'est d'avoir une démarche digitale et physique qui permette, donc c'est une stratégie en fait digitale, qui permette d'avoir une première réponse comme ça avec son téléphone, depuis son ordinateur, depuis chez soi. Et donc de pouvoir avoir une première idée de ce qu'on souhaite faire, et ensuite de se rendre au salon et ensuite à la JPO pour avoir vraiment une idée très 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 claire que bah voilà, c'est ça qu'on veut faire, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc c'est ça l'idée, c'est de rien se refuser. On a pensé à un moment à faire de la formation, peut-être qu'on en fera demain. On a beaucoup de lycéens, ce qui fait qu'on a beaucoup de data, que beaucoup d'écoles cherchent cette data. Donc on s'est demandé si demain c'était pas judicieux de se mettre sur ce créneau-là. Voilà, en fait on se pose plein de questions. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Pour l'instant. Voilà, exactement. Après, pour l'instant, on veut d'abord bien se développer, prouver notre concept, prouver notre business sur notre application, notre site web et avec nos salons sur nos premières démarches et nos stratégies. Et ensuite, on ira probablement sur plein d'autres domaines, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Et pour terminer, comment tu vois ton parcours entrepreneurial dans les prochaines années à venir ? Oula, oui, t'es encore tout jeune, hein. T'as beaucoup d'années à venir. Non, mais il y a quelques temps, je faisais... Est-ce que t'arrives à te projeter sur l'après ? Non, mais c'est assez drôle, en fait. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait d'exercice de podcast ou d'interview. Avant, j'en faisais vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Et c'est vrai que j'avais toujours une idée très précise de ce que je voulais faire. À chaque fois, je répondais très précisément « Ah bah, je serai là, voilà ce que je veux faire ». Et en fait, plus j'avance, plus je sais que déjà, ce qu'on prévoit ne se produit jamais. C'est pas faux. Tout change. Le marché lui-même évolue beaucoup plus vite que nos idées. Donc, il faut constamment se réinventer, constamment pivoter, constamment penser à autre chose. Donc, en vérité, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je suis déterminé à développer plus que n'importe quelle entreprise qui soit dans notre marché et dans notre écosystème Extra Student, que moi je le vois vraiment comme une grande entreprise d'aide scolaire, d'aide à l'orientation, voilà, qui doit remplir et qui doit répondre à ces deux phénomènes-là. Aujourd'hui, on le fait plutôt bien dans le digital. J'espère que notre stratégie physique va fonctionner aussi. Demain, la formation peut-être. Je sais qu'il y a beaucoup à faire. Et que je ne me refuserai rien dans la mesure où ça n'est pas entravant pour ce qu'on a déjà mis en marche. C'est-à-dire que si tout cela
se complètent et que c'est c'est la continuité, dynamique, et que c'est que la dynamique est bonne, je le ferai. Si on prend trop de risques, je ne le ferai pas parce que j'ai vraiment pas envie de faire une erreur qui me coûte la fin de la boîte, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une période qui est très compliquée. Je sais pas si vous regardez ce qui se passe, mais il y a beaucoup de startups qui ferment boutique. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu générer du revenu tôt, pour ne pas que dépendre des capitaux que je levais. J'aurais vraiment pas pu pour le coup vivre normalement en utilisant que les fonds que j'avais levés. Donc ça me permet d'être un peu plus serein quand j'aborde des projets, quand je dépense de l'argent, quand j'essaie de parce que tu sais qu'il y a des revenus. Exactement. Mais voilà, ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de me refuser des projets intéressants par convention, parce que souvent, dans l'univers startup, il y a un phénomène que j'aime pas trop, qui est un peu tout pour le produit. Et on a un produit qu'on a présenté, il faut que creuser ce produit-là, c'est là-dessus qu'il faut aller, ne change pas d'avis. Il y a un peu cette idée-là, je trouve. C'est plus figé. Il y a beaucoup, sinon, il n'y a pas autant de startups qui déposeraient. Lorsqu'on lève des dizaines de millions pour un produit, n'allez pas me dire que sur le marché, il n'y avait pas une idée différente qui allait pouvoir vous rapporter de l'argent et faire en sorte que vous ne déposiez pas quelques mois ou quelques années après. Mais je trouve qu'il y a cette pression de, en fait, si tu as levé pour une idée, tu peux pas pivoter sur autre chose ou transformer ton idée, ou ce sera mal vu en fait, parce que c'est pas ton idée de base. Moi, je pense pas, en fait. Je pense que il y a une idée de base, et elle peut et tout évolue être tellement diffusée vite dans que plusieurs. Ça peut être modelé différemment, ça peut être pensé différemment. Donc voilà, j'ai donc eu tendance à beaucoup m'avancer, mais sans vraiment comprendre dans quel monde on était. Aujourd'hui que je le comprends un peu mieux qu'avant, je sais qu'il faut tout sauf s'avancer, mais tout faire au maximum et ne rien se refuser. Donc voilà la façon dont je vais aborder les quelques années à venir. C'est tout à fait le sens de ce témoignage, ne rien se refuser, avoir du culot, du courage, et même quand on a 17 ans, c'est tout à fait possible. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très inspirant. Merci à toi. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, merci. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulin,